50 ans de traque et Cherif Chekaf, le terroriste, on va le dire, a été abattu dans son quartier de Neudorf à Strasbourg. Est-ce que vous pensez que les Français, ce matin, sont plus tranquilles? Est-ce que la sécurité des Français est mieux assurée ce matin? D'abord, la reconnaissance... Vous êtes ancien ministre de la Défense, oui, je précise. La reconnaissance des forces de sécurité, des moyens de renseignement qui ont permis cette arrestation rapide. Soulagement probablement aussi pour les familles qui sont dans la douleur. Et puis de l'autre, bien entendu, ce terroriste, malheureusement, n'est pas le seul sur le territoire national. C'est une certitude. Et que moi, je continue à penser que nous n'utilisons pas la totalité des moyens que mettent en œuvre un certain nombre de pays. J'étais allé en Israël il y a peut-être 2 ou 3 ans pour analyser un peu ce que faisaient les Israéliens qui ont été confrontés à un terrorisme massif. Et à mon sens, il y a des enseignements à en tirer. Je pense par exemple à la capacité de pouvoir faire de l'internement préventif, comme le font les Israéliens, quand il y a des éléments concordants démontrant très probablement le risque ou l'imminence de l'acte terroriste. Ordonné par un juge ? Ordonné par un juge, faisant l'objet d'une procédure contradictoire et permettant ainsi d'éviter ce qu'on a connu par exemple à Saint-Étienne-du-Rouvray ou choses de genre. Il y a un deuxième élément qui est une coordination absolument parfaite des services de renseignement. Vous avez vu que dans le passé, on a eu quelques trous sur le sujet. Je pense qu'on a beaucoup progressé, mais je ne suis pas absolument convaincu qu'on est encore parfaitement... là, il faut être dans le système pour voir comment ça marche. Interne à la France ou vous parlez avec les Européens ? À la France, il y avait pendant longtemps entre police, défense, etc. Bon. Et puis troisième point, c'est que les services de renseignement israéliens font ce qu'on appelle du nursing, c'est-à-dire c'est leur terme, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'un terroriste ou un individu considéré comme dangereux est suivi du matin au soir. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas rentré à la maison et dès qu'il se lève, il est suivi. Je pense qu'il faut qu'on mette en place un dispositif le plus large possible. Il faut plus de moyens pour le renseignement. S'il en faut, il faut le faire. Et enfin, dernière chose, et pourtant Dieu sait que je suis loin du Front National, je pense que toutes celles et tous ceux qui sont des doubles nationaux, il faut purement et simplement utiliser la loi et les renvoyer. Donc il faut expulser. Il faut les expulser, c'est ça? Oui, bien sûr, les expulser et même procéder à la déchéance de la nationalité, ce qui est possible en vertu d'une loi qui avait été votée du temps de Charles Pasqua. Alors, il y a aussi la polémique sur les fichiers S. Valérie Pécresse disait hier qu'elle souhaitait que les fichiers S pour radicalisation soient déférés devant la justice pour intelligence avec l'ennemi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, mais ça revient un peu au même, tout ça. Mais alors, le fichier S, qui est l'intelligence avec l'ennemi, permet notamment la déchéance de la nationalité. Mais moi, je pense qu'il y a la prévention sur cette histoire. Bien sûr, il faut qu'il y ait la capacité pour la personne de bénéficier des droits de la défense. Ça fait absolument aucun doute. Et je trouve que la procédure israélienne permet cela, puisque ce sont les services de renseignement, ce doit être des services de renseignement différents, des sources différentes, des éléments concordants démontrant le risque de passage à l'acte, et le juge qui, au bout du compte, estime si en effet cette détention préventive est légitime ou non. Deuxièmement, je veux dire, tous ceux qui ne sont pas français et qui sont considérés comme dangereux, il faut les dégager du territoire national. C'est aussi simple que ça. Alors vous parlez plusieurs fois de déchéance de nationalité. C'est un débat que François Hollande avait essayé de poser sur la table. Ça a été compliqué pour vous. Il faut le reposer sur la table, ce débat. Il n'y a pas besoin de le poser. Il y a une loi qui le permet dès lors qu'il y a les éléments, notamment sur l'intelligence avec l'ennemi. Je veux dire, quand vous combattez la France, vous n'avez rien à faire en France. C'est aussi simple que ça. Cet attentat pose aussi la question de la mobilisation des forces de l'ordre. Vous parliez des moyens. On est à la veille d'un acte 5 de la mobilisation des Gilets jaunes. Est-ce que vous souhaitez que cet acte 5 ait lieu ? Écoutez, moi je pense qu'il faut donner sa chance désormais au dialogue. J'ai, comme vous le savez, soutenu les Gilets jaunes dans ce qu'ils ont pu dire de très nombreuses fois. J'ai encore en tête... il n'y a pas très longtemps, un dénommé Loane me disant le jour où le président de la République parlera au peuple et non pas simplement aux riches, on aura le sentiment d'être un peu moins méprisé. Bien.
Pour vous, lundi soir, il n'a parlé qu'aux riches ou il a parlé au peuple? Et donc là, il a Macron parlé au peuple lundi. Je pense qu'il a compris le fondement de ces manifestations, le fondement de cette colère. Juste pour bien comprendre, vous nous dites maintenant, c'est le temps du dialogue, fini les manifestations? Moi, je demande à ce qu'on rentre dans un schéma simple. Le président de la République a annoncé un dialogue. Nous avons dit, nous, association d'élus, François Baroin, Dominique Bussereau, qu'il fallait un dialogue le plus proche possible. En clair, le sentiment profond d'injustice de la politique du gouvernement depuis 18 mois, plus l'arrogance du pouvoir, a fait que le couvercle a fini par sauter. C'est ça la réalité. Et donc maintenant, il faut y répondre sur ces deux champs, social et démocratique. Comment ça s'est passé chez vous en Normandie? On n'a pas tellement entendu parler de la Normandie. Vous êtes allé sur le terrain, vous avez discuté avec les gens. C'était plus calme qu'à Bordeaux, qu'à Nantes. Moi, j'ai pas voulu. J'y suis allé dès la première manifestation. J'y suis allé sans presse, un samedi matin, pas loin de chez moi, à Beuzeville, pour tout vous dire, sur un rond-point. Et là, j'ai vu que le gouvernement se plantait complètement. Parce que les personnes qui étaient sur le rond-point, je les connaissais. Certains avaient dû voter pour moi. Et c'était tous des salariés, des retraités. Enfin, bref, la description que vous en avez faite après. Et le lendemain de la manifestation, vous aviez sur les plateaux de télé Castaner qui expliquait que c'était l'extrême droite et les factieux. Vous aviez Darmanin qui expliquait que c'était la peste brune. Bon, voilà, toute chose qui n'avait aucun sens. Parce qu'il s'agissait simplement de compatriotes qui demandaient une chose, vivent de leur travail. C'est aussi simple que ça. Et pourquoi la Normandie est restée Non, vous rigolez. Non, il y a eu. Je ne suis pas si calme que ça. Le rond-point des Vaches à Rouen, vous avez encore aujourd'hui des manifestants. À Caen, vous avez eu beaucoup de manifestants. Non, ça n'a pas été calme. Non. Quoi, ça a été comme le reste de la France. Puisque vous parlez de Gérald Darmanin, se pose maintenant la question du financement de ces mesures, chiffré à 10 milliards par le gouvernement. Est-ce que vous redoutez que les collectivités territoriales soient mises à contribution? Des économies, on en fait, nous, chaque année depuis des années. Je vous rappelle que quand François Hollande, il y a quelques années, a annoncé un plan de réduction de la dépense de 50 milliards, les seuls qui ont fait les réductions de dépenses, ce sont les collectivités. Et que nous sommes désormais contraints, de parler l'obligation de la loi, à ne pas augmenter nos dépenses de fonctionnement. Donc, moi, président de région, si je veux continuer à investir aussi massivement que je ne le fais dans ma région, il faut que je contraigne mes dépenses de fonctionnement. Donc vous n'êtes pas inquiet, l'État ne vous en demandera pas plus? Je ne vois pas comment on pourrait faire plus aujourd'hui. Vous avez lancé l'appel de Marseille avec Territoire Uni. Vous avez refait une tribune avec vos confrères, collègues, amis des départements, des villes. Et nous avons lancé les assises des libertés locales dans tous les territoires. Voilà. Est-ce que sur ces propositions que vous avez refaites, donc contrat social, ouverture d'un grand dialogue, d'abord, est-ce que vous avez des réponses et comment vous envisagez la suite? Est-ce que les Gilets jaunes auront servi à ça? J'observe que depuis la modification de la composition gouvernementale, l'arrivée du couple Gouraud-Lecornu, il y a beaucoup plus de dialogue. J'observe des membres de gouvernement beaucoup plus attentifs. Alors j'imagine que l'état des sondages les amène à être un peu plus attentifs. Mais très clairement, il y a aujourd'hui un dialogue avec le gouvernement que nous n'avions pas il y a 3 mois. Donc mon sentiment, c'est un immense sentiment de gâchis. De l'autre, je continue à dire que nous avons besoin d'un nouveau train, au moins de clarification des compétences entre l'État et les collectivités, parce que derrière le mouvement des Gilets jaunes que vous évoquiez tout à l'heure, il y a une demande de service public de proximité. En clair, nos compatriotes qui vivent en milieu rural disent « nous, on paie nos impôts et on n'en a pas pour notre argent ». En clair, on n'a plus de service. On évoquait tout à l'heure Bernay. On ferme la maternité de Bernay avec ses 450 accouchements par an. On a une réforme judiciaire qui va amener à la fermeture d'un certain nombre de tribunaux. Mais vous dénoncez une politique recentralisatrice, c'était tout le sens de l'appel de Marseille. Emmanuel Macron a défendu la décentralisation dans sa lettre aux maires, dans son discours lundi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne trompez pas, Emmanuel Macron n'est finalement peut-être pas un président si recentralisateur que ça? Est-ce que vous pensez qu'on va vers un nouvel acte de la décentralisation? Ils ont été avec la morgue technocratique d'un pouvoir dont l'essentiel de la structure provient du Conseil d'État et de l'Inspection des Finances, ils l'ont été pendant 15 mois, centralisateurs. J'ai entendu le virage et le tournant. Moi, j'ai entendu le président de la République me dire « je veux resetter mes relations avec les collectivités ». On prend acte et on avance. Mais ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas rester au milieu du gué parce que c'est source d'inefficacité.